Israël a un rôle, Jacob a un rôle, et les autres peuples ont un rôle vis-à-vis d'Israël. Et s'ils croient qu'ils vont se débarrasser de la question juive en mettant le feu pendant des milliers d'années à l'histoire d'Israël, il est temps pour ces peuples de s'éclairer pendant Hanouka, d'ouvrir grand leurs yeux et leurs livres d'histoire. Yael David, Toati, bonjour, Boker Tov. Il est 8h40 sur Studio Kalita et le vendredi à cette heure-là, c'est l'heure du mot de la paracha. Et bien ce matin, nous avons le plaisir d'être ensemble, de dialoguer ensemble sur la paracha. Et vous avez en cette paracha tout à fait particulière, hein. Alors c'est pas seulement Shabbat, mais c'est Shabbat Hanouka. Donc vous avez réussi à trouver un lien habile entre justement la paracha, le début de la paracha et la fête de Hanouka. On est aussi au début de la fête de Hanouka, en partant du premier verset de la paracha de Vayeshev Yaakov be'eretz Megouré Aviv be'eretz Kenaan, un commentaire de Rashi qui, contrairement à son habitude, est très détaillé. Expliquez-nous pourquoi. Est-ce que c'est lié aussi peut-être à la fête de Hanouka? Alors, je vais d'abord juste expliquer quelque chose que mon maître m'a appris. Le premier Rashi de chaque paracha, en général, il est pour faire un lien entre ce qui a été dit avant et ce qui commence maintenant. Parce que vous savez que la cisure des parachiotes, elle est un petit peu, on va dire, elle n'est pas très naturelle par rapport à la division des prakim, etc. Donc, le premier Rashi, en général, il faut aller chercher un petit peu avant pour comprendre ce que voulait dire Rashi, parce que comme vous le savez, Rashi ne pose pas la question, mais il donne la réponse. Et c'est un très bon exercice d'essayer de trouver quelle était la question. Et donc, en fait, il y a marqué Vayeshev Yaakov. On dirait que dans le mot Vayeshev, il y a une certaine... normalement, ça voudrait dire qu'il s'est installé. Mais après, on nous dit qu'il est quand même un grand étranger sur la terre de Canaan, puisque la terre de Canaan n'appartient toujours pas à la descendance d'Abraham. Elle lui a été promise simplement. Donc, il faudra attendre pour que la terre nous appartienne. En attendant, qu'est-ce qu'on avait juste avant? On avait toute la descendance d'Esav, et tous ses descendants. Très détaillé aussi. C'est très impressionnant. Ouais. Hein, le pauvre Yaakov, il n'a que 12 enfants. Tout ce qu'on lui a promis, une descendance nombreuse. Et voilà que le Torah nous annonce la descendance d'Esav. Et lui, avec ses 12 fils, il se demande, mais qui va continuer cette descendance? Et il est impressionné par ça. Mais le passouk d'après nous dit Ele toldot Yaakov, Yosef. Voici la descendance de Jacob, c'est Joseph. Et le Rashi s'étale très longuement et il dit à quoi ça ressemble ça? C'est comme si on avait un diamant ou une pierre précieuse dans du sable et qu'on se met à le chercher. Alors, de Noé à Abraham, on nous raconte toutes les descendances pour qu'enfin sorte Noé, de Adam à Noé, tout le monde, et enfin on sort la perle qui s'appelle Noé. Ensuite de Noé, toute sa descendance, jusqu'à ce que sorte la perle Abraham. Après, on a eu entre Ishmaël et Yitzhak le choix qui a été fait. Après, entre Ésaü et Jacob, a priori, le choix qui a été fait. Et donc là, Jacob se demande, mais alors, par où va passer la suite? Et là, c'est là qui est intéressant. Le Rashi, en général, on dit qu'il fait le pshat. Maintenant, le pshat, ça veut dire étaler. Littéral. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il étale le texte devant lui et il regarde dans la perspective, depuis la descendance d'Ésaü jusqu'à Yosef, qu'est-ce que nous dit le texte? Et quand il n'est pas content de son explication, en général, il rapporte une deuxième explication. Ça aussi, c'est important de comprendre comment fonctionne Rashi. Et donc, il nous amène un midrash. Et le midrash, c'est en plus quelque chose d'assez imaginaire. Et donc, il nous emmène dans une histoire. Et l'histoire est la suivante. Dans la deuxième partie, il nous dit, c'est comme un marchand de lin dont les chameaux arrivent chargés de balles de cette marchandise. Alors maintenant, le lin, c'est comme le coton. Il en faut énormément pour faire 1 kilo. Donc, les chameaux, c'est pour ça qu'on les utilise, parce que c'est des grosses balles de lin qui ne pèsent pas grand-chose, mais en attendant, qui prennent un volume extraordinaire. Et donc, survient le forgeron qui se demande, avec étonnement, où est-ce qu'on va pouvoir loger tout ça? Et il y a quelqu'un de malin qui lui dit, écoute, tu sais quoi, tu n'as qu'à taper sur ton marteau et la moindre étincelle enflammera la charge du chameau et comme ça, tout ça disparaîtra. Et la comparaison, évidemment, c'est quoi? C'est de dire, Yaakov, c'est le forgeron
Et ça, c'est cette énorme bulle, en fait, c'est tellement impressionnant et pourtant, il n'y a rien à l'intérieur. Et la moindre étincelle le fait disparaître. Donc, c'est encore le même système que la première analogie, sauf qu'il y a une petite différence. Il faut être un peu plus fin pour comprendre pourquoi Rachi ramène cette différence. Et qu'est-ce que ça m'a rappelé, cette histoire? Ça m'a rappelé une Mishnah que je connais depuis toute petite, parce qu'il y a un livre qui s'appelle Baba, et donc, pas petite, mais jeune, il y a un livre qui s'appelle Baba, et c'est la Mishnah en bande dessinée, je recommande. Ah oui. Et parmi cette Mishnah, il y a cette extraordinaire Mishnah de Baba Kama, au 6e chapitre, la Mishnah 6. Et qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette Mishnah? On va voir si ça vous dit quelque chose. Lorsqu'une étincelle fuse sous un marteau et qu'elle cause un dommage, celui qui a frappé avec son marteau est tenu de payer les dégâts causés. Lorsqu'un chameau qui était chargé de lin passe dans le domaine public et que le lin qu'il porte pénètre dans le magasin et il prend feu au contact de la veilleuse du commerçant, ce qui a eu pour effet d'embraser tout l'édifice, le propriétaire du chameau est tenu de payer les dommages. Et enfin, dans le cas où le commerçant avait laissé la veilleuse à l'extérieur de son magasin, chose bizarre, et que le lin a pris feu, c'est le commerçant qui est tenu de payer les dommages causés. Rabbi Yehuda dit qu'il s'agit des veilleuses de Hanouka et le commerçant est exempté de payer les dommages. Alors là, déjà, on a deux avis vers la fin. On a deux avis différents, on a trois propositions. Et si je prends maintenant l'analogie que vient de faire Rachi et que je me base sur cette Mishnah de Baba Kama, elle s'inquiète de savoir qui est responsable des dommages causés. Maintenant, on est d'accord, frapper sur un marteau et créer une étincelle, normalement, ça s'appelle un accident, quelles que soient les conséquences, même si la maison brûle, c'est pas quelque chose qu'on fait volontairement. Donc, il n'y a pas une volonté à la base de détruire l'autre. Mais si on compare, il y a trois propositions dans la Mishnah. La première, c'est que le forgeron est dans son échoppe. Donc, Yaakov et Israël sont là. Sort Yosef, sort une descendance, sort une étincelle d'Israël, mais ça met le feu. Ça met le feu parce que Esav autour, ça s'enflamme. À ce moment-là, c'est la faute effectivement d'Israël. Mais si jamais on a dans le domaine public un Esav qui se balade et qui, avec son lin, pénètre dans les maisons d'Israël, au moment où on met le feu, c'est la faute du chamelier, c'est la faute de celui qui est rentré pour gêner Israël et pour nous mettre dans cette situation où on devrait être considéré comme responsable puisqu'on a allumé le feu. C'est pas toujours celui qui allume le feu, excuse-moi Johnny Hallyday, mais c'est pas celui qui allume le feu qui est toujours responsable. Et donc, là, à ce moment-là, c'est le chamelier. Et le troisième exemple, ça nous ramène à Hanouka, puisqu'on nous dit, est-ce que quelqu'un peut ignorer qu'à Hanouka, il y a des Hanoukiyot tout le long des fenêtres? Si on est dans par exemple, on va prendre Mahne Yehuda, d'accord? Si on est au Chouk, j'y suis allée hier soir, vous allez voir, il y a des Hanoukiyot pratiquement devant tous les magasins ou dans chaque coin du Mahane Yehuda. Chacun allume, tous les commerçants se mettent ensemble, c'est très beau. Allez-y à 5 heures, vous verrez, c'est très, très, très sympathique de les voir allumer les Hanoukiyot. Et donc, est-ce que quelqu'un qui va au marché ou qui est dans un endroit central où il y a des boutiques ne sait pas que c'est Hanouka? Est-ce qu'il aurait pu l'ignorer et donc débarquer avec son énorme ballot de lin et comme ça enflammer peut-être même tout le chouk? Non, d'après le deuxième avis, d'après Rabbi Yehuda, c'est lui qui est responsable. Et c'est le chamelier qui est responsable. Oui, le chamelier. Il n'est pas responsable toute l'année, mais à Hanouka, oui. Il sait très bien, il ne peut pas faire comme s'il ne savait pas. Alors, j'ai réfléchi à ça, et j'ai réfléchi à l'idée de Rachi. Et puis, j'ai surtout réfléchi à qu'est-ce que ça veut dire brûler, cet exemple de brûler, alors que tout à l'heure, il nous parlait de chercher un diamant dans du sable ou une perle dans du sable, et tout d'un coup, on passe dans quelque chose de beaucoup plus violent. Et malheureusement, j'ai refait le tour. Je suis repassée par Rabbi Akiva, les Romains qui ont incendié Jérusalem, tous les autodafés, la nuit de cristal, les croisades, les pogroms. À chaque fois, on a brûlé ou des livres ou des gens. Et si on regarde les guerres d'Israël,
jamais on trouvera cette volonté de faire disparaître par le feu. Et je crois qu'il y a un message actuel qui s'adresse aux Goïm, qui s'adresse à Esav particulièrement, et qui dit la chose suivante. Quand tu es né, ta mère qui portait 2 enfants, je vais vous lire le passage de la Mishnah, de la Torah, je cherche juste, quand Esav est né, sa mère a reçu avant, enfin quand elle était enceinte, Akadosh Baruch Hu s'est adressé à elle. Bon, je ne trouve pas le passouk. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu as 2 enfants et le plus grand, on va dire, travaillera pour le plus jeune. Ça, c'est quelque chose depuis avant même la naissance des fils. Mais quand Yaakov reçoit la bracha de son père Isaac, son père le bénit et lui dit, alors là, je vais quand même essayer de trouver le passouk. Excusez-moi. Isaac bénit d'abord Yaakov, il lui dit que des peuples t'obéissent, que des nations tombent à tes pieds, sois le chef de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi, malédiction à celui qui te maudira et béni celui qui te bénira. Mais après, Esav vient voir son père et lui dit, mais t'as plus de bracha là pour moi maintenant que tu as tout donné à mon frère? Il lui dit, si, j'en ai une, c'est très important. Oui. Tu vivras à la pointe de ton épée, ok? Mais tu seras tributaire de ton frère. Donc, Esav, c'est très bien, c'est sa bracha. Ce n'est pas une klala qu'il a reçue, c'est une mise en garde. À partir du moment où Esav n'admet pas ce qui est marqué dans la Torah, qui soi-disant, Esav reconnaît la Torah. Donc, s'il n'admet pas qu'il sera tributaire de son frère, si Yaakov n'est plus sûr de qui va, puisqu'Eshev Yaakov, d'après Rashi, c'est pour nous rassurer. Ne vous inquiétez pas, l'histoire, elle va bien se terminer, c'est dans le passouk d'après. Soyez patients, ça arrive, c'est Yosef. Mais si les peuples ne reconnaissent pas ce qui est marqué dans la Torah, c'est-à-dire que Israël a un rôle, Jacob a un rôle, et les autres peuples ont un rôle vis-à-vis d'Israël. Et s'ils croient qu'ils vont se débarrasser de la question juive en mettant le feu pendant des milliers d'années à l'histoire d'Israël, il est temps pour ces peuples de s'éclairer pendant Hanouka, d'ouvrir grand leurs yeux et leurs livres d'histoire et de comprendre qu'on ne combat pas Israël par le feu. Et l'exemple de Hanouka, c'est justement qu'on combat par la lumière. On n'hésite pas. On fait un petit peu comme ce qu'on fait à Pessah quand on ouvre la porte et qu'on dit Shfor Hamatra la Goyim. On fait la même chose à Hanouka. On met notre Hanoukia vers l'extérieur. Et celui qui passe ne peut pas ignorer qu'il y a de la lumière à l'intérieur des maisons d'Israël. Voilà. Eh bien, c'est un très bel enseignement. Par les chameaux. Ah bien, c'est un très bel enseignement qui fait effectivement très bien le lien entre la paracha de la semaine et cette fête de Hanouka, et on va dire même l'ensemble de l'histoire du peuple juif. Combattre la lumière, combattre le feu par la lumière, on va dire d'une certaine manière. C'est un peu ce que l'on pourrait retirer, la quintessence de cet enseignement que vous venez de nous livrer. Yael David Toati, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Hanouka Sameach, je vois beaucoup de Hanoukiyot autour de vous, derrière vous, ah oui, et on vous invite à aller. Voilà, oui. On espère que vous les allumerez toutes et que vous aurez beaucoup de joie et de lumière dans votre foyer. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Chag Sameach, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Beaucoup de lumière pour tous.